Ell és professor de Ciències Polítiques a la Universitat Catòlica de Lille, investigador també del Centre Nacional per la Investigació Científica del grup de Societats, Religions i Laïcitat. El professor François Mabille ha exercit el càrrec de degà de la Facultat de Ciències Socials i Econòmiques i ha estat nomenat professor de Relacions Internacionals també en la Facultat de Dret. Ell ha realitzat diversos programes d'estudis i d'investigacions. En destaco un que ell mateix, amb el professor Josep Maila, va poder proposar com un centre d'investigacions sobre la pau i que ha tingut un bon ressò. I darrerament ha estat ell mateix realitzant treballs d'especialització al Ministeri francès d'Assumptes Exteriors i col·laborant també d'una manera molt estreta com a secretari general de la Fédération Internationale d'Universités Catholiques. Bienvenue, professeur François. Nous écoutons votre intervention avec le secteur de l'éducation. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois vous dire mon grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je vous prie de m'excuser de ne pas parler espagnol. Je parle anglais et français, donc je vais prononcer ma communication en français. Et je pense qu'il y aura des passerelles entre ce que je dirai et ce que le professeur Casals a pu évoquer il y a l'instant, et notamment dans sa toute dernière partie. Ma communication va porter sur la pandémie du coronavirus et sur son impact sur l'enseignement supérieur. Et c'est un problème que je vais traiter sous forme d'interrogation par rapport à la situation actuelle que nous connaissons. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on constate qu'il y a des projections et des scénarios des possibles quant à l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'enseignement supérieur qui ont fait surface aussi rapidement finalement que le virus se répandait à travers la planète. Alors que de multiples universités dans les pays affectés s'efforçaient de transférer leurs cours en ligne à une vitesse record, certains acteurs et observateurs institutionnels ont d'abord estimé que cette opération d'urgence marquerait l'avènement d'une transposition massive et définitive des parcours universitaires du modèle présidentiel traditionnel vers un projet mené presque exclusivement à distance et constituerait ainsi un tournant disruptif pour l'enseignement supérieur. Ces pronostics se sont toutefois nuancés à mesure que le choc initial provoqué par la situation sanitaire se dissipait et que les confinements imposés à divers degrés dans des pays multiples sur fond d'économie à l'arrêt se prolongeaient. En dépit du manque de recul, je crois qu'il est néanmoins possible d'amorcer quelques réflexions sur de potentielles évolutions à court et moyen terme, car la pandémie est survenue à un moment où les transformations et remises en cause se multipliaient déjà à l'échelle mondiale dans le secteur de l'enseignement universitaire. J'évoquerai donc dans un premier temps ce contexte de pré-pandémie, produit de tendances fortes en développement depuis plus de 10 ans dans de très nombreuses institutions à travers le monde. J'examinerai ensuite l'effet de choc qu'a produit le transfert massif et ultra rapide de l'enseignement universitaire vers l'Internet pour tenter d'en déterminer le potentiel disruptif dans ce champ d'activité. Et enfin, dans une troisième partie, j'envisagerai l'impact global éventuel de la pandémie à moyen terme. Donc, première question importante, l'enseignement supérieur d'avant la pandémie. Comment définir ce contexte? Je dirais que c'était un contexte tendu. À quoi assistait-on avant cette pandémie? Eh bien, la pénétration du secteur de l'enseignement supérieur par la logique de marché s'est d'abord manifestée aux États-Unis à partir des années 80. 2 décennies plus tard, dans les années 2000, de nombreuses universités américaines avaient adopté un modèle économique qui instituait une nouvelle relation avec les étudiants
désormais envisagés comme des consommateurs de services éducatifs. L'un des impératifs qui s'est peu à peu imposé aux universités dans ce contexte fortement compétitif a été la promesse, et de plus en plus souvent la quasi-garantie, de délivrer un enseignement à valeur marchande. Issus d'un pays où les établissements d'enseignement supérieur sont en grande partie financés par les frais d'inscription et où le coût d'un diplôme est par conséquent élevé, ce modèle, toujours plus axé sur les compétences professionnelles, s'est rapidement répandu à d'autres régions du monde, en particulier à l'Europe, où l'éducation tertiaire est pourtant plus souvent subventionnée, au moins en partie, par l'État. Une seconde phase de transformation radicale s'est ébauchée à partir du début du XXe siècle, avec l'émergence d'outils éducatifs créés par les technologies d'information et de communication, les fameux TIC. On est bien là dans le domaine qu'évoquait le professeur Casals il y a un instant. Ces technologies d'information et de communication ont peu à peu investi les campus et dès le début des années 2000, les universités, les plateformes d'enseignement ont commencé à multiplier les offres de cours à distance. Vue à l'époque par ses défenseurs comme une innovation propre à révolutionner l'enseignement supérieur par l'accès ainsi proposé à de vastes catégories de publics traditionnellement exclus, ce mouvement n'a toutefois pas supplanté le modèle conventionnel de l'enseignement présentiel et là où il prédominait, de l'enseignement résidentiel. Au total, le volume croissant de cours et plus tard de cursus diplômants entièrement effectuables à distance n'a de fait servi qu'à renforcer et populariser l'idée qu'il fallait rendre l'enseignement supérieur accessible à des catégories d'apprenants toujours plus larges et plus diversifiées. Troisième élément, troisième évolution, la crise économique et financière de 2008 a provoqué ensuite une remise en cause de la perception qu'une éducation universitaire dans les systèmes où elle est très coûteuse valait réellement le sacrifice financier qu'elle imposait aux familles de la classe moyenne et aux étudiants puisqu'elle donnait nécessairement accès à des emplois hautement qualifiés et lucratifs. Pour beaucoup d'étudiants qui terminaient leurs études dans cette situation de récession, les perspectives d'embauche là où elles existaient étaient très souvent des sous-emplois. Les enquêtes montrent d'ailleurs que de nombreux diplômés de l'époque n'ont jamais pu entièrement surmonter les conséquences de leur entrée sur le marché du travail dans les conditions de la crise. Selon une étude réalisée par Jess Rothstein de l'Université de Californie à Berkeley en 2018, soit une décennie plus tard, les taux d'emploi et de revenus moyens de ces étudiants demeuraient inférieurs à ceux de leurs prédécesseurs, les diplômés d'avant la crise. Sous la pression de la loi de la concurrence, les universités devaient pourtant continuer à attirer un nombre croissant d'étudiants et elles ont utilisé les ressources de la seconde phase de la révolution des technologies de l'information et de la communication, l'émergence du big data et de l'intelligence artificielle pour refaçonner encore le format et les contenus de l'enseignement supérieur. L'expression clé qui s'est alors imposée, l'expérience étudiant, illustre bien l'objectif suprême, dès lors renforcé, de cultiver la satisfaction de la clientèle, entre guillemets, notamment sous la forme de taux de réussite sans cesse plus élevés, de garanties renouvelées que les compétences acquises pendant le cursus mèneraient directement à l'emploi. À l'échelle globale, il apparaissait déjà que l'université était en train de changer de fonction, de passer de la mission séculaire de transmission de l'amour du savoir et du développement d'une pensée critique, qui forme des visions indépendantes du monde, à celle de la diffusion de compétences qui ferait de cohortes entières d'étudiants de futurs professionnels en demande sur le marché du travail. Alors que le déclin démographique des dernières années réduisait le recrutement étudiant et que les coûts exorbitants de la scolarité décourageaient de multiples jeunes de s'engager dans des études aux États-Unis, de nombreuses universités, en particulier les petites institutions axées sur l'enseignement des humanités, connaissait déjà une situation financière très précaire, bien avant que la pandémie du coronavirus n'envoie une onde de choc dans les universités du monde entier. Et on arrive à un troisième aspect qui est celui du choc du transfert en ligne à la vitesse de l'éclair. Malgré les pronostics qu'émettent depuis des années de multiples acteurs, estimant que l'enseignement à distance remplacera bientôt presque entièrement le modèle présentiel traditionnel, de très nombreuses universités à travers le monde se sont trouvées en territoire inconnu au début de la pandémie, lorsqu'elles ont dû fermer leurs campus et renvoyer étudiants, personnel administratif et enseignants à domicile,
entre janvier et mars 2020 ou pour d'autres pays entre mars et juillet. À la fin du mois de mars dernier, 2020, l'UNESCO estimait qu'1,5 milliard d'apprenants dans 165 pays, soit 89,5% des apprenants dans le monde, un chiffre qui inclut les étudiants du 3e cycle, étaient affectés par les fermetures d'établissements provoquées par la pandémie. Les gouvernements et les institutions ont alors eu recours à l'ingénierie pédagogique pour développer des solutions d'enseignement à distance, une opération à volets multiples qui incluait l'encadrement des enseignants et des étudiants, l'adaptation des contenus à la diffusion en ligne, souvent confrontés à la réticence des professeurs peu formés à l'exercice, et quand cela était possible, la gestion locale des problèmes d'accès à Internet et autres difficultés rencontrées par les étudiants défavorisés. De nombreuses universités préparées à cette transition, et nous nous en sommes rendus compte à la Fédération, en particulier dans des délais aussi brefs, ont eu alors recours à des plateformes d'enseignement en ligne déjà en place afin de pouvoir continuer les programmes en utilisant parfois des contenus déjà délivrés par ces plateformes. Vers la fin du semestre, des évaluations sont apparues dont on pouvait souligner 2 éléments majeurs. D'une part, de multiples voix du milieu de la EdTech à celui de la gouvernance universitaire mettaient en exergue le fait que cet enseignement à distance, organisé dans la précipitation et dans de telles conditions, n'était en aucun cas représentatif de l'enseignement à distance réel et du potentiel que ce dernier offrait. De l'autre, des enquêtes effectuées auprès des étudiants montraient que ceux-ci, dans de larges proportions, tendaient à préférer l'enseignement en face à face, en particulier pour l'interaction directe avec leurs enseignants et leurs camarades, et la socialisation sur le campus. Le simple fait que des milliers d'universités à travers le monde, préparées ou non à cette transition, aient pu la mettre en œuvre en un temps record, démontre néanmoins que la chose était possible. Un spécialiste de l'e-learning d'une grande école française a ainsi déclaré que son institution avait réalisé en 3 semaines ce qui lui aurait pris en temps normal 5 ans à effectuer. De nombreuses incertitudes ont pesé sur la rentrée de 2020, les organes scientifiques à travers le monde étant souvent encore dans l'incapacité totale de prévoir où en serait la pandémie en septembre 2020. De nombreuses universités américaines, dont beaucoup figurent parmi les institutions d'élite, ont annoncé dans une quasi-défiance qu'elles rouvriraient leur campus à la rentrée. D'autres, comme l'Université de Californie, la plus grande université publique américaine dotée de 23 campus, l'école de médecine de Harvard ou l'Université McGill de Montréal, se préparaient à délivrer la quasi-totalité des cours du semestre d'automne à distance. Et cette situation continue. Dans la majorité des cas, les universités occidentales et asiatiques ont mis en place des versions hybrides qui ont comporté beaucoup plus de contenu en ligne qu'avant la pandémie et ont limité leurs cours présentiels à ce que pouvaient permettre les règles de distanciation sociale perçues comme susceptibles de continuer à s'imposer pendant plusieurs mois. Les universités qui se préparaient à réinstaurer un enseignement présentiel intégral ont élaboré par ailleurs des plans d'urgence pour faire face à une éventuelle réapparition de la pandémie. Cela dit, des enquêtes indiquent qu'une très grande majorité des jeunes fraîchement diplômés du secondaire, souhaitant entrer dans le supérieur à la rentrée 2020, a exprimé néanmoins une préférence marquée pour le modèle traditionnel d'enseignement sur le campus. Les conditions dans lesquelles s'est opérée cette rentrée de 2020 ont donc été difficiles, mais le secteur de l'enseignement supérieur s'est préoccupé davantage encore de l'impact de la pandémie à moyen terme. Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont déjà très perceptibles dans les universités du monde entier. De nombreuses institutions prévoient une baisse sensible des admissions, se traduisant par des pertes en revenus de frais d'inscription de dizaines de milliards de dollars. Pour les universités résidentielles, les demandes massives de remboursement des frais d'inscription et d'hébergement émanant des étudiants qui ont terminé le premier semestre de 2020 à distance, auxquels de nombreuses institutions n'étaient pas préparées, semblent indiquer que dans les années à venir, les étudiants ne consentiront pas à payer des tarifs pleins pour un enseignement dont une partie importante au moins serait prodiguée à distance. De plus,
Les universités occidentales qui accueillent la majeure partie des étudiants étrangers, payant généralement un tarif plein à l'échelle globale, prévoient des pertes considérables, estimées elles aussi à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une agence spécialisée dans l'enseignement supérieur a ainsi estimé que le total des admissions dans les universités américaines baisserait de 15%, soit une perte de revenus de 23 milliards de dollars. En mars dernier, Moody's Investor Service a baissé la perspective du secteur de stable à négative et prédisait que les établissements de petite taille, pauvres en fonds de dotation et en trésorerie, ne survivraient pas aux conséquences de la pandémie, à moins d'être absorbés par des entités plus larges. Et l'on peut dire pratiquement un an plus tard que ces prédictions de Moody's ont été effectivement avérées. Les financements d'urgence attribués par les États et les mesures d'austérité que ne manqueront pas d'adopter de nombreuses universités, budget revu à la baisse, suspension des investissements de croissance, licenciement de personnel administratif et des enseignants ou au minimum gel des salaires et des recrutements, ne suffiront pas et n'ont pas suffi, tant s'en faut, à compenser de telles pertes. Pour tenter d'évaluer l'impact à plus long terme de la pandémie, il est sage en fait de revenir à 2008. Les étudiants qui terminent leurs études aujourd'hui trouveront un marché de l'emploi encore plus affaibli que celui qui attendait leurs prédécesseurs lors de la crise économique et financière de l'époque. Dans les pays où le coût des études supérieures impose des années d'endettement aux étudiants, le sort de ces aînés qui, comme le fait remarquer une étude du McKinsey Global Institute, devront subir pour la deuxième fois en une décennie une conjoncture qui ne survient soi-disant qu'une fois dans la vie, peut provoquer une accentuation de la perte de crédibilité qui affecte l'éducation supérieure aux yeux de l'opinion depuis 2008. Ce sera en toute probabilité le cas aux États-Unis où le scepticisme des classes moyennes quant à l'opportunité, étant donné le coût, d'envoyer leurs enfants à l'université ne s'est guère atténué depuis 10 ans. Les pertes massives d'emplois et de revenus qui affectent déjà aujourd'hui plusieurs millions de personnes après les non-confinements imposés dans le cadre de la pandémie de Covid-19 pourrait donc bien aggraver davantage cette perception dégradée de la valeur des études universitaires. Pour les jeunes qui veulent et peuvent encore faire des études supérieures, la perspective de se voir proposer un volume croissant de cours à distance dans le cadre de leur scolarité devrait ébranler plus encore leur consentement à payer des frais d'inscription élevés. Alors, qu'en est-il des futurs possibles de l'enseignement supérieur ? Une étude publiée par McKinsey Company, intitulée Coronavirus, How Should the US Higher Education Plan for an Uncertain Future, ébauchait 3 scénarios possibles de l'évolution de la pandémie dans les mois à venir. Endiguement rapide et efficace, récurrence régionalisée ou escalade. Selon le scénario qui s'imposerait, l'étude concluait que, je la cite, le retour à la normalité pour les universités pourrait prendre jusqu'à l'été 2021, ou moins pour les universités américaines et probablement pour toutes les autres. Définir ce qui sera alors considéré comme normal peut toutefois s'avérer encore plus difficile que de prédire le moment de retour à la normalité. Pour éclairer cette question, il paraît opportun d'envisager d'abord l'évolution possible de l'enseignement à distance, puis plus largement la façon dont la pandémie pourrait véritablement bouleverser à l'échelle globale les modes opératoires du secteur de l'enseignement supérieur. Première question donc, quel avenir pour l'enseignement à distance ? Le degré d'expansion que connaîtra l'enseignement en ligne, sous forme hybride ou exclusive, du fait des conditions provoquées par la pandémie, constitue en fait la première inconnue. Les prédictions à cet égard vont du scénario d'un retour à l'enseignement présentiel comme concept pilier du parcours étudiant, au transfert massif vers la scolarité à distance et même à la numérisation presque totale de l'enseignement supérieur. La littérature professionnelle affirme ici que l'interaction en face à face demeurera essentielle à l'attractivité des études supérieures, mais des voix plus nombreuses prédisent une croissance toujours plus conséquente de l'enseignement à distance. Cette vision se fonde sur l'idée que l'exposition massive des étudiants à l'apprentissage en ligne pendant les confinements d'une part et la réalisation au sein des universités des économies d'échelle et des potentiels de recrutement étudiants décuplés grâce à l'enseignement à distance de l'autre pousseront à une augmentation considérable de l'offre et de la demande pour ce format. Il pourrait alors en résulter une normativisation de l'enseignement hybride au sein des universités établies
et une croissance exponentielle des plateformes d'apprentissage à distance et des formules tout en ligne, dont les promoteurs seront alors vus comme des visionnaires ayant été à même de discerner le potentiel de l'enseignement numérique quand l'essentiel de la profession, en particulier le corps enseignant, s'obstinait à n'y voir qu'une éducation de second rang. De façon plus conséquente encore, la possibilité de proposer un enseignement universitaire à tout moment, à tout le monde, partout, comme le souligne un rapport de l'Intelligence Unit de The Economist, intitulé « Nouvelles écoles de pensée, modèles innovants pour l'enseignement supérieur », viendra répondre à la demande croissante de modes d'apprentissage plus flexibles, je cite, promettant ainsi d'élargir de façon spectaculaire l'accès des catégories très longtemps marginalisées. Il se pourrait alors que les étudiants se précipitent en effet vers les fournisseurs reconnus d'enseignement à distance, mais des entités plus petites, situées jusqu'à présent à la périphérie du secteur, pourraient aussi évoluer vers le centre et attirer des apprenants en quantité toujours croissante, devenant ainsi les acteurs clés du secteur de l'enseignement supérieur. Les concepteurs de ces nouveaux modes de transmission devraient pourtant alors se confronter aux défis cruciaux qui sont propres à l'enseignement numérique. Les universités dominantes dans ce segment reconnaissent en effet elles-mêmes que les programmes qui réussissent demandent des investissements conséquents et des contenus et des outils très calibrés et doivent comporter aussi une mesure d'enseignement présentiel pour certains étudiants. Le développement de plateformes d'enseignement à distance des 10 dernières années a en effet mis en relief l'attractivité limitée des programmes diplômants en ligne, alors que de multiples voix prédisaient au début qu'ils susciteraient un intérêt presque universel. Dans une autre enquête effectuée par The Chronicle of Higher Education auprès d'étudiants dans les premiers jours de la pandémie, presque 2/3 des sondés ont déclaré qu'ils n'étaient pas intéressés par la perspective d'effectuer leurs études à distance et 3/5 d'entre eux ont exprimé leur souhait de voir l'enseignement présentiel reprendre à la rentrée. Une expansion rapide dans l'avenir proche des formules en ligne pourrait toutefois permettre aux universités reconnues de compenser en partie la perte de revenus apportée en temps normal par les étudiants étrangers, au moins jusqu'à la suppression des entraves réglementaires et psychologiques aux déplacements internationaux ou jusqu'à la découverte d'un vaccin. Deuxième approche possible, des modèles éducationnels transformés, bouleversés. De multiples voix se sont élevées dans un élan de futurologie exacerbé par le virus pour affirmer que l'enseignement supérieur ne serait plus jamais ce qu'il a été. Les solutions mises en place dans le cadre de la pandémie du coronavirus vont-elles ainsi provoquer un changement de paradigme dans le mode de transmission de l'éducation universitaire et quant au type de public qui y auront accès? Les défenseurs de cette vision affirment que la crise a non seulement ébranlé les perceptions négatives sur l'enseignement virtuel, mais aussi mis à nu les dysfonctions systémiques des modèles économiques existants dans le secteur. Selon eux, la crise crée une occasion unique de repenser l'ensemble de l'institution. Cette vision est soutenue par un argument particulier. Le chômage massif que laissera derrière elle la pandémie du coronavirus à travers le monde pousserait un large public à vouloir améliorer ses chances de trouver un emploi par le recours à l'enseignement supérieur pour effectuer des formations, en particulier parce que les travailleurs peu qualifiés ont été affectés de façon disproportionnée par les pertes d'emploi. L'enjeu pour les universités institutionnalisées sera donc alors d'élargir leur offre en apprentissage de compétences afin de répondre à cette demande. Et comme indiqué précédemment, le secteur de l'enseignement supérieur a déjà multiplié les efforts pour se transformer dans ce sens au cours de la décennie écoulée. L'émergence d'un apprentissage pratique non universitaire et la validation d'expériences extra-universitaires illustrent cette tendance, tout comme le développement récent de l'éducation fragmentée à partir de l'accréditation de micro-contenus en ligne qui ne mènent pas forcément à l'obtention d'un diplôme. Aux États-Unis, on peut discerner dans les dispositions prises pour répondre à la pandémie des signaux précoces indiquant que les universités se disposeraient à aller plus loin dans la volonté d'offrir des services à des segments de population beaucoup plus divers, comme l'illustre la mise en place de systèmes de validation, non-validation des cours pour la réussite du second semestre en remplacement de la notation traditionnelle, afin de ne pas surpénaliser les étudiants défavorisés, une mesure vue d'ailleurs par certains comme annonçant le début de la fin des notes, ou l'adoption des formules flexibles alternatives aux examens de fin de semestre.
De plus, l'Université de Californie, vaste consortium prescripteur de tendances qui inclut l'UCLA et Berkeley, a rejoint sous l'impact de la pandémie le nombre croissant des universités américaines ayant déjà renoncé à l'existence de faire passer aux étudiants le traditionnel examen d'admission, désormais perçu comme défavorable aux jeunes issus des minorités. Cette initiative pourrait annoncer la fin de mécanismes de sélection qui conditionnent l'accès à l'enseignement supérieur américain depuis presque un siècle. Et si vous allez sur le site de l'Université catholique américaine, vous verrez que l'Université catholique américaine a pris une initiative allant dans ce sens pour proposer ce qu'elle a appelé des modules d'enseignement low cost, mais à fort degré de sélection en conditions d'accès, ce qui est un modèle un peu différent de celui de l'Université de Californie. Rien de tout cela, néanmoins, ne peut occulter le fait que de nombreuses institutions d'enseignement supérieur se trouvent d'ores et déjà en situation d'extrême vulnérabilité à cause de la crise du coronavirus. Au-delà de l'évident contexte de diminution des ressources pour des millions de familles à travers le monde, la dévalorisation aux yeux de l'opinion qui entachait déjà les études supérieures pourrait en effet être démultipliée dans le nouvel environnement économique. De surcroît, les pertes financières entraînées par la pandémie, s'ajoutant désormais à des impératifs d'ordre sanitaire, pourraient accentuer la pression pesant sur les entreprises de remplacer le travail humain par de l'automation, ce qui contribuerait à diminuer à plus long terme les offres d'emploi disponibles une fois venu le moment de recommencer à embaucher. Une réponse possible des universités à cette évolution pourrait être l'expansion des partenariats avec les entreprises, solution qui leur garantirait des financements à long terme, améliorerait les perspectives d'emploi pour leurs diplômés, permettrait aux sociétés partenaires d'assurer la formation continue de leurs salariés à coût réduit. Au total, la pandémie pourrait in fine profiter aux universités qui possèdent à la fois les capacités financières de faire face aux pertes de revenus immédiates et celles d'élargir leur offre d'apprentissage à distance. D'autres institutions, essentiellement de petites universités d'élite positionnées sur l'enseignement traditionnel en face à face, pourraient être aussi avantagées si la valeur comparée de l'éducation présentielle en immersion totale commence à croître face au caractère impersonnel de l'apprentissage virtuel. Toutefois, pour de nombreuses universités à travers le monde, il se peut qu'il n'y ait aucun espoir de survie. À plus large échelle, de multiples institutions dans différents pays tendront de plus en plus à trouver leur salut dans des stratégies d'efficacité commerciale, en particulier en s'appuyant sur l'enseignement numérique comme moyen d'attirer un nombre croissant d'apprenants issus de catégories auparavant sous-représentées, qu'il s'agisse d'adultes demandeurs d'emploi à la recherche de nouvelles compétences ou d'étudiants de première génération appartenant à des catégories de population défavorisées. Ceci indique sans doute que la transformation considérable de l'enseignement supérieur déjà entamée, de l'institution méritocratique séculaire cultivant la recherche intellectuelle compétitive vers un simple fournisseur de services de formation à l'emploi axé sur les compétences et largement non académiques, ne fera que s'accélérer. Alors, quelques mots conclusifs sur le point particulier des universités catholiques. Quelques aspects concernant les défis et obstacles au sujet desquels je voudrais vous livrer donc quelques remarques. Les universités catholiques, me semble-t-il, en tout cas à travers ce que je peux en percevoir au sein de la fédération, sont elles-mêmes représentatives de la diversité des universités dans le monde. Tout type d'institutions supérieures catholiques confondues, les établissements supérieurs catholiques représentent 6,5 millions d'étudiants à travers le monde, faisant de ce réseau global et de la Fédération internationale des universités catholiques comme institution spécifique le premier réseau d'enseignement privé dans le monde. Et la question que je voudrais poser ici est la suivante: que faisons-nous de cette force potentielle? Nos pratiques collaboratives sont-elles à la hauteur de ce que nous défendons et de ce que nous pourrions faire ensemble? Ma réponse aujourd'hui est non. Mon constat aujourd'hui est double en fait. D'une part, je pense que de nombreux présidents d'universités catholiques ne sont pas conscients des évolutions et des défis de ce qui est aujourd'hui un marché mondial de l'enseignement supérieur. Et en conséquence, la dimension internationale des activités universitaires se réduit trop souvent encore à la mobilité étudiante et à la coopération scientifique, sans aborder pour autant les défis de l'enseignement supérieur classique, à commencer par les inégalités d'accès à cette éducation.
Notre réflexion collective demeure donc sans doute insuffisante et nos propositions peu connues dans le domaine de la lutte contre les inégalités pour l'accès à l'enseignement supérieur. De même, si notre domaine d'activité est soumis à de fortes et nombreuses perturbations, nous n'agissons peut-être pas suffisamment collectivement pour réfléchir aux changements qui vont survenir. Le risque est alors de voir nos universités catholiques se fondre progressivement dans des systèmes éducatifs nationaux avec une possible identité catholique sans autre influence potentielle que celle exercée sur les campus et non dans l'ordre sociopolitique des décideurs. Mon deuxième commentaire conclusif portera sur le pluralisme. Les universités catholiques participent du pluralisme éducatif de nos sociétés, pluralisme éducatif qui repose sur les droits fondamentaux. Je voudrais développer ici quelques remarques sur la base de mes observations à la tête de la fédération. Nous travaillons actuellement sur un programme appelé Université résiliente qui comprend un thème important, l'université face au risque et les universités dans les pays à risque. L'existence d'universités privées ici catholiques est importante pour promouvoir le pluralisme dans les systèmes éducatifs. Nous connaissons tous les attendus de la pensée sociale catholique, refusant au libéralisme sa volonté excessive d'un État réduit dans ses fonctions de régulation et accusant le socialisme au contraire d'accorder une place trop importante et exclusive à l'État, notamment dans le domaine de l'éducation. Et c'est toujours un enjeu pour la diplomatie pontificale que de protéger et de promouvoir le droit des églises et des congrégations locales à enseigner. Les universités catholiques, au-delà de leur propre mission, jouent donc un rôle plus important encore en permettant l'expression d'un réel pluralisme au sein des sociétés. Mais ce que nous voyons se trouve également par derrière, j'entends par là les obstacles qui s'opposent à cette expression du pluralisme et de la liberté d'enseignement. L'absence de soutien financier de la part des gouvernements, la montée des nationalismes, les actions menées parfois contre les minorités linguistiques et religieuses ont un impact direct sur la vie de nombre de nos universités. Et c'est également à la lumière de ces réelles difficultés qu'il faut interpréter les données sur le pluralisme catholique. Et mon troisième et dernier commentaire portera sur l'identité catholique. C'est bien sûr un thème qui est important. C'est à la fois une certitude sur nos origines, nos valeurs, mais aussi un questionnement renouvelé en fonction des enjeux du présent. Vous me permettrez plusieurs dernières observations. La première est celle d'une extrême diversité de nos traditions intellectuelles et de nos identités catholiques. La seconde, tout aussi globale, est que les universités vivent sur des continents affectés à la fois différemment par les processus de sécularisation, mais aussi par des cultures nationales plus ou moins tolérantes ou ouvertes aux acteurs religieux, donc aux universités catholiques. Troisième constat, nos universités font preuve d'un talent de création et d'innovation extrêmement différent pour renouveler la pertinence de leur identité catholique pour comprendre les enjeux les plus contemporains. Et là encore, le partage d'expériences doit être plus fréquent, plus volontaire. C'est notamment notre rôle au sein de la fédération. Quatrième et dernier constat, globalement, nos universités catholiques ne jouent pas simplement un rôle par leur existence même dans l'expression du pluralisme éducatif, mais elles sont à ce titre un lieu d'expression de la tolérance et du pluralisme. Dans les 2 enquêtes internationales que la Fédération a menées ces dernières années sur les valeurs des jeunes sur le campus, il apparaît très clairement que nos étudiants ne sont pas majoritairement catholiques et que nous accueillons des étudiants qui viennent également d'autres religions, ces étudiants étant même parfois majoritaires sur certains campus. Cela donc est lié à un travail de pacification de l'Église et de nos institutions dans nos sociétés et aussi, je pense, un travail humble mais important de témoignage des valeurs de fraternité et de tolérance qui nous constituent. Et je terminerai ce commentaire en mentionnant 2 aspects importants au sein de la Fédération. D'une part, l'insistance sur la responsabilité sociale de nos universités pour laquelle nous avons créé un référentiel spécifique valable pour tous les établissements d'enseignement, le référentiel Laudato Si, et qui est d'ailleurs directement lié à ce que je disais auparavant sur l'usage de nouvelles technologies. Ce référentiel permet de réfléchir et d'intégrer sur l'impact territorial, environnemental, et donc l'aspect présentiel de nos universités. Et c'est un référentiel qui permet une compréhension renouvelée de l'identité catholique en sa présence dans le monde. Deuxième aspect, pour dire que dans toutes les universités, la qualité de l'accompagnement de nos étudiants sous leurs 3 identités principales, étudiants, futurs professionnels et jeunes citoyens, est aussi un trait distinctif et constitutif de notre identité catholique. Lutte contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, compréhension du rôle que joue la communauté éducative présente dans nos campus et de l'importance de la relation humaine présentielle,
indispensable pour ceux qui prônent une théologie et une spiritualité de l'incarnation, réflexion sur l'usage maîtrisé de la technique et non naïveté devant une nouvelle utopie éthèque, volonté de trouver ensemble des chemins d'accompagnement humain de nos étudiants et d'en proposer toujours des voies d'expérimentation offertes au milieu décideurs sur le plan international. Voilà, je pense, quelques-uns des défis majeurs qui se posent à nous et donc à votre colloque qui, je l'espère, constituera un point de départ très important pour une mobilisation catholique collective. Je vous remercie.